Pourquoi ce narcotrafic qui continue de proliférer malgré, ça fait des mois, des années qu'il y a un certain nombre de moyens mis en place. On va parler des dernières opérations, par exemple les opérations PlaceNet XXL. Pourquoi ça continue? Bien, tout d'abord le premier mort du fait d'une overdose d'héroïne, ça remonte à 1969. Premier enregistré, vous voyez que depuis, on a fait du terrain, on a avancé et vous voyez, on en est à peu près à 600 morts là pour l'an dernier pour overdose. C'est une évolution effectivement que l'on voit avec des victimes qui sont au bout de cette chaîne. On s'est occupé de PlaceNet. Si vous voulez, le problème c'est que regardez quelle est la chaîne. Ça commence avec les laboratoires, la production et les laboratoires. Ensuite, vous avez le transfert vers la zone de départ transport. Ensuite, vous avez la sortie du pays, producteur. Ensuite, vous avez le transport des marchandises. Ensuite, vous avez l'arrivée au port chez nous. Ensuite, le 6e point, le stockage pour la grande distribution. Ensuite, la distribution sur les points de vente, PlaceNet, points de vente. Ensuite, le retour de l'argent et le blanchiment. 8 séquences. Si vous ne vous occupez que d'une seule séquence, comment voulez-vous y arriver? Si vous ne vous occupez pas des pays producteurs, si vous voulez laisser se débrouiller tout seul, comment voulez-vous vous en sortir, vous? Vous êtes effectivement noyé par une vague qui vous arrive et vous allez mettre des mesures en place, même si elles sont nécessaires, mais ça n'est pas comme ça qu'on peut gagner la guerre. C'est comme si on avait voulu lutter contre le terrorisme sans aller en Syrie, en Irak, chercher Daesh. Alors, on y reviendra sur cette dimension internationale qui est évidemment majeure. Et justement, on parle, et je veux bien vous entendre là-dessus, Olivier Cadic. C'est quoi? C'est une question de territoire? Comment le narcotrafic gagne ces villes moyennes ou ces zones rurales même? J'ai un exemple en tête avec un pub dans un village de à peu près 300 âmes où les petits trafiquants ont dit on veut faire notre trafic dans votre pub, sinon on s'en prendra à vous et on vous empêchera d'avoir de faire fonctionner votre commerce. Au bout d'un an, ils ont eu gain de cause et les patrons ont jeté l'éponge et ils ont fermé. Donc c'est ça, c'est cette sensation d'oppression que l'on vit même dans parfois des petites bourgades, qui est nouveau, qui est essentiellement nouveau, mais c'est une évolution qui va justement avec ce trafic. Quand on regarde en Amérique latine ce qui se passe, c'est une réalité, c'est une évolution. Ça fait des années à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense que j'observe ce qui se passe en Amérique latine et que je leur dis attention. Il a fallu effectivement les narcomicides à Marseille pour que tout d'un coup les gens prennent conscience, effectivement, c'est collégial. Et tout le monde ensemble, avec cette commission d'enquête, s'est mis sur le sujet. Et je dois dire que tant le président que le rapporteur ont fait vraiment un travail de coordination exceptionnel. Ils se sont vraiment mis à fond dedans. Et je pense que la commission d'enquête est arrivée avec un résultat qui fait prendre conscience de cette réalité de terrain qui pourrit la vie de beaucoup de gens qui ont le sentiment qu'aujourd'hui, ça devient insupportable. Je vais une question. Votre avis là-dessus, sur ce point précis, durcissement des peines est fait ou pas? Est-ce que c'est juste symbolique? Est-ce que finalement, on l'a vu dans plein d'affaires, ça n'empêche pas les chefs des mafias de donner leurs ordres depuis leur cellule, hein? Absolument. C'est une des choses qui a changé, justement, c'est qu'avant, quand on arrêtait quelqu'un, on le mettait en prison, on le sortait de la société. C'est comme ça qu'on présentait les choses. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est un vrai sujet. Et la nécessité aujourd'hui, c'est justement plutôt on a besoin d'une politique sophistiquée sur le long terme. Oui. Mais est-ce que, pardon, je repose ma question, est-ce que ça sert à quelque chose de durcir les peines? Non, nous disait Maître Serre. La question... J'ai pas dit que ce n'est pas nécessaire. J'ai dit que de prévoir des peines plus longues sur le fait de dire à quelqu'un la peine que vous encourez n'est plus... ça n'a pas de valeur d'exemplarité. C'est pas ça qui va changer. Oui, en revanche, la sévérité des peines... La sévérité des peines existe. Ça, il n'y a pas de difficulté. Ça, j'ai bien entendu, c'est ce que j'ai dit. Alors, la question, tout ce que l'on fait, c'est quel est l'objectif? Ça manque d'objectifs chiffrés. Pourquoi est-ce que vous prenez cette décision? Si vous augmentez de 5 ans, quel va être l'impact? C'est ça ce qui m'intéresse. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de faire des choses pour rassurer. Mais il faut voir un peu que la population, compte tenu des chaînes d'information en temps réel, qui donnent, chaque fois qu'il y a un fait divers, qui donne cette impression que tous les matins, il y a des crimes aux quatre coins de nos rues, ça donne cette impression, effectivement, de... Imaginez... Enfin, c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit. En réalité, il y a de plus en plus de narcotrafic, de plus en plus de morts liées au narcotrafic, d'actes de délinquance. Mais non, 1990, il y avait 2 fois plus d'homicides en France que nos années
actuelle. 2 fois plus. Aux États-Unis, c'est pareil. Pourtant, si vous interrogez les gens, ils vous disent il y a plus, c'était mieux avant. Pourtant, il y avait 2 fois plus de crimes. C'est le ministre de l'Intérieur qui parle de mexicanisation, quand même. Non, mais mexicanisation, et le fait que ça touche les petites et les moyennes villes, c'est quand même un phénomène nouveau. Oui, non, mais ça, c'est la violence, c'est cette impression, c'est ce que je vous dis, c'est tout ce qui va autour. C'est cette violence qui accompagne ça. Mais en face de nous, on a des cartels qui sont à la base de ça, qui soient au Mexique, des gangs au Brésil. Il faut voir les organisations criminelles du monde entier. Rendez-vous compte, la cocaïne est faite à 60% de précurseurs chimiques. Qui viennent d'où ? De Chine. Ça fait le fentanyl. En 2010, il y avait quelques centaines de morts du fentanyl aux États-Unis. En 2020, 70 000. En 2023, 120 000. On a quelque chose là sur le fait les produits chimiques qui arrivent par la poste, que vous pouvez commander par Internet depuis la Chine. Donc ça, c'est pas prévu dans la loi qui sera présentée demain ? J'ai fait mettre ça dans la commission d'enquête. J'ai voulu qu'on parle de ça. C'est le futur. Donc on voit bien qu'il y a une évolution. On essaye de se positionner. On va dire, on va bloquer le Havre. Mais pas grave, ils vont passer par ailleurs. Parce que s'ils passent par le Havre, c'est qu'avant, ils passaient par Rotterdam et Anvers. Et que du fait des mesures qui ont été prises, ils se déplacent. C'est pas un problème, ils vont se débrouiller. C'est une internationale du crime. On a affaire à des gangs qui ont une puissance à laquelle on n'avait jamais été confronté. Oui, mais si les pays d'origine n'arrivent pas à les combattre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je vous écoute, je me dis, autant baisser les bras. Alors. Mais non, il faut qu'on aille les aider à combattre. On ne peut pas les laisser tout seuls. On n'a même pas 10 personnes qui sont en Amérique latine pour aider les pays qui sont les pays de production. Les pays producteurs, pays consommateurs, ce sont les 2 faces de la même pièce. Ok, allez, Steve, pour ces informations, votre avis sur cette prison réservée aux 100 plus gros narcotrafiquants, Olivier Cady ? Encore une fois, je pense que c'est important de montrer qu'on prend conscience de la dangerosité de certains cas, qu'effectivement, ils sont en prison, mais c'est comme s'ils étaient dehors. On a vu le cas d'un truand qui est sorti avec des décès et une tragédie il y a quelques mois, et on n'entend plus parler de cette personne, on ne sait pas où est-ce qu'elle est devenue. On voit bien qu'il y a des choses à faire. Il y a des exemples dans d'autres pays. Je pense au Pérou, c'est une expérience que je voulais aller découvrir, avec une prison d'isolement, justement. Je pense qu'ils ont fait une analyse de ce qu'ils pouvaient faire. Il y a la volonté quand même de montrer, parce qu'on ressent avec la population cette angoisse, cette inquiétude, et on sent bien qu'il y a une volonté de dire on est en train de faire des choses. Est-ce que ça va impacter ou pas ? Il y a ce sentiment d'urgence de faire des choses. Ça a été dit, c'est un problème ultra complexe. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui se battent pour arrêter des trafiquants, qui risquent au risque de leur vie. On a besoin de les protéger aussi, ces policiers. Parce que c'est pour ça qu'il faut faire des lois sur les informateurs, pour leur permettre aussi de ne pas apparaître. Mais il faut les protéger, nos policiers, qui font un travail super difficile au risque de leur vie. D'un autre côté, on a ces jeunes qui arrivent. Il y a ceux qui ont commis le premier, qui sont incarcérés, mais il y a ceux qui ne l'ont pas encore fait. Eux aussi méritent qu'on s'en occupe. Parce que si on leur évite, justement, on leur explique, au niveau de l'éducation, on les prend vraiment en main pour leur faire comprendre que le crime ne paye pas et ne peut pas payer. Alors peut-être ils vont changer aussi d'approche là-dessus. Ils sont parfois livrés à eux-mêmes. C'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que vous avez entendu un jeune qui crie les guetteurs ?» C'est des cris de terreur quand ils crient parce qu'ils voient les policiers arriver. Pourquoi c'est des cris de terreur ? Parce que si jamais ils n'ont pas bien fait leur travail, ils risquent même peut-être d'être tués pour faire un exemple aux autres. Donc il faut voir ce climat de terreur dans lequel ces enfants, ces jeunes sont attirés. Donc c'est un problème à plein de niveaux. On ne peut pas imaginer qu'on va régler ça d'un coup de loi avec quelques articles, 2 amendements et que ça va régler le problème. Pour illustrer...